On se retrouve pour la partie 2 du résumé de ce livre, Libérez-vous des fringales, et on va parler plus particulièrement des glucides. On se rappelle, en première partie, on a vu du chapitre 1 à 5, on a surtout parlé des régimes, la conclusion étant de s'éloigner des régimes qui n'apportent pas grand-chose, d'aussi s'occuper de prendre des bonnes graisses dans notre alimentation, et de s'éloigner des glucides en général, c'est ce que l'on va aborder maintenant. Et on ira aussi jusqu'à parler, dans ce chapitre 8, du sucre et du stress avec l'épuisement des surrénales. Alors le chapitre 6 nous parle de la dépendance aux glucides. Et on va bien parler de tous les produits sucrés, que ce soit des biscuits, des barres chocolatées, du pain blanc aussi, etc. On nous dit qu'ils sont au mieux sans valeur nutritionnelle, mais dans tous les cas puissamment addictifs. Il faut savoir que l'on peut se défaire progressivement des sucreries en les remplaçant peu à peu par des aliments sains, mais cela peut prendre longtemps. Quelques mots sur le métabolisme du sucre. Le corps ne peut pas gérer la trop grande quantité de glucides raffinés que l'on absorbe dans les biscuits, les sucreries, les pâtisseries, les jus de fruits aussi. En particulier si l'on n'associe pas de grandes quantités de protéines, de fibres ou de graisses en même temps que la prise de ces glucides. Le pancréas va produire de l'insuline qui va ouvrir les vannes des cellules pour que le glucose y pénètre. Et s'il n'est pas utilisé, il sera stocké sous forme de gras. Mais il faut savoir que plus on engraisse, moins l'insuline est efficace et à terme, le pancréas peut s'épuiser. Et au bout du chemin, il y a souvent le diabète. Et on ne doit pas oublier les surrénales dans cette affaire, car quand le sang est trop nettoyé du glucose, les surrénales peuvent intervenir au travers du glycogène, ce sont en fait les réserves de secours, pour éviter l'hypoglycémie. Ce que l'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, quand on a eu beaucoup de sucre dans le sang et que l'on a forcé le stockage dans les cellules, on peut avoir un retour qui va nous amener à une trop faible quantité de sucre dans le sang, dite hypoglycémie. Alors voilà, les surrénales arrivent à la rescousse. Seulement, il ne faut pas que ce scénario se répète trop souvent au risque d'épuiser ces surrénales. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, les sucreries nous feront moins de bien par rapport à d'habitude, et on sera poussé à grignoter un peu plus. Alors voici les symptômes courants d'une hypoglycémie. En fait, il y en a plein, bien sûr, pris un à un. Un symptôme ne veut pas dire que vous êtes en hypoglycémie, que ce soit des somnolences, des maux de tête ou encore des allergies. Par contre, quand on a une combinaison de pas mal de ces symptômes, on peut penser côté surrénal et poursuivre l'enquête. Au passage, ça souligne le fait d'avoir un petit carnet pour pouvoir noter des choses. On sera plus à même de pouvoir analyser ce genre de symptômes au jour le jour. Donc on précise ici, le diabète de type 2, c'est bien quand le pancréas n'arrive plus à suivre et quand le taux de sucre sanguin augmente trop et devient trop élevé. Et l'on voit ici les symptômes classiques du diabète, avec des classiques comme une cicatrisation plus lente, la présence de sucre dans les urines et dans le sang bien sûr, et à bien noter une acidité systémique plus élevée. Alors comment peut-on devenir glucodrogué ? Eh bien le premier problème c'est de vivre dans un pays industrialisé. Par exemple aux États-Unis, la consommation est en moyenne de 150 grammes de sucre par jour, comparé en France où on est plutôt à 100 grammes. On nous parle aussi d'une étude à l'université de Bordeaux menée sur des rats que l'on a mis en présence au choix soit de sucre soit de cocaïne. Et dans les faits, les rats ont fini par préférer le sucre à la cocaïne. On est bien face à un produit puissamment addictif. Chapitre 7. Comment stabiliser le sucre sanguin ? Eh bien c'est là où l'on va voir que les minéraux, les acides aminés et quelques vitamines sont vraiment importantes pour nous aider à ça. On peut bien sûr tester notre taux de sucre. On nous dit qu'il y a des tests à éviter, ce fameux test durant lequel on consomme de l'eau sucrée pendant 6 heures. Il y a des méthodes beaucoup plus récentes et beaucoup plus précises, comme la pose par exemple d'appareils connectés qui permettent de mesurer en continu le taux de sucre extracellulaire et de pouvoir faire des analyses au cours de la journée par exemple. Puis on arrive à un chapitre sur le rôle des compléments alimentaires, et moi je précise aussi le rôle des micronutriments, parce que dans ce chapitre on parle surtout de compléments, mais on peut bien sûr l'entendre comme le rôle des micronutriments et leur présence dans différents aliments. On commence par le chrome. Aux États-Unis, c'est le plus carencé, 90% des gens en manquent. Et pourtant, il est essentiel à la stabilité du taux de sucre dans le sang et il évite aussi les fringales. De plus, l'excès de sucre, de farine blanche, etc. bloque l'absorption du chrome. Puis nous avons la biotine, la vitamine B8,
qui est utile pour la stabilité du taux de sucre dans le sang. Puis la vitamine B1, qui est impactée par un régime riche en sucre et en caféine. Et pourtant, la vitamine B1 a un rôle crucial pour l'énergie cellulaire, la régulation de la glycémie et la protection contre le stress. Puis nous avons la L-glutamine, un acide aminé, qui peut contribuer à faire baisser, voire supprimer les envies de sucre, de féculents et d'alcool. Puis nous avons le zinc, qui aide aussi à restaurer le vrai goût des aliments, nous détournant un peu plus des saveurs sucrées. On nous parle aussi de la vitamine E, des oméga 3, avec cet intérêt déjà souligné en première partie sur les bonnes graisses de qualité. Et de plus, les oméga 3 aident à stabiliser la glycémie et à limiter les besoins en sucre et en alcool. Puis on va parler du sevrage des glucides. Et dès qu'on parle dépendance et que l'on parle sevrage, eh bien on peut subir des effets secondaires comme de la fatigue, des maux de tête, et ce pendant 3 à 4 jours. Une des causes est l'augmentation de l'acidification du milieu intérieur. Et à partir de là, on doit savoir que les fruits et les légumes vont pouvoir nous aider à travers leurs minéraux et en aidant à tamponner l'acidité. Puis on arrive à un paragraphe sur que manger. On nous dit qu'après la prise de compléments, il sera plus facile de manger ce que l'on veut. Par ailleurs, on nous met en garde de ne pas suivre les recommandations des nutritionnistes. En général, il n'y aura pas assez de graisse et trop de glucides. Donc on pourra se diriger vers beaucoup de salades, des légumes verts, du citron, un bon beurre, des huiles végétales de première pression à froid. Au niveau protéines, poulet, agneau, abats, du crabe, des maquereaux, etc. Bien sûr, pas d'aliments transformés ou industriels, ou encore, à souligner, pas d'aliments rances. Et peu de glucides. Et on nous dit qu'on portera attention aux féculents comme le riz et les pommes de terre, qui peuvent déclencher le retour des fringales. Quelques indications ici sur suffisamment de protéines, c'est combien à chaque repas. Cela donne des ordres de grandeur et il y aura toujours des discussions sur ce genre de chiffres, puisque par exemple ici, comme pour la viande, on a pu parler dans d'autres sources de 70 grammes comme étant une quantité suffisante. Bien sûr, la remarque est évidente, ce genre de tableau ne peut pas s'appliquer à tout le monde. Ça va dépendre des personnes, de leur constitution, de leurs problématiques, de leur hygiène de vie, de leur activité physique dans la journée, etc. Tout à l'heure, on a parlé du glycogène, on va préciser ça maintenant. Quand on absorbe des protéines ou des protéines avec du gras, on va entraîner la sécrétion de glucagon. C'est une hormone hyperglycémiante qui va donc provoquer une augmentation de la quantité de glucose dans le sang et qui agit principalement sur le foie en provoquant une glycogénolyse, c'est-à-dire l'utilisation du glycogène en réserve pour pouvoir libérer du glucose dans le sang. Et au passage, dans les effets, on va limiter le stockage des graisses et on va limiter la surproduction de cholestérol par le foie. Et on nous rappelle que le gras est innocent. Il retarde l'assimilation des glucides et limite les chocs de sucre dans le sang. Donc on nous dit de manger du gras à tous les repas et que cela limitera les envies de sucre. Et ce gras est parfois très bénéfique, surtout si ce sont des chaînes courtes, comme le beurre et surtout l'huile de coco vierge, qui est aussi un anti-stress puissant. Au passage, l'huile de coco peut être ajoutée dans un smoothie par exemple. Donc, à propos du gras, on est invité à se détendre et à utiliser de l'huile d'olive, la moelle contenue dans les os, la graisse des rognons, etc. Et on verra dans le chapitre 16 que si on a des envies de gras, c'est une autre problématique. Et on insiste pour dire que les légumes sont essentiels. Donc on résume le plan d'action. Premièrement, contrôler la glycémie. Deuxièmement, pour aider, utiliser des compléments. Troisièmement, manger comme il faut, c'est ne pas sauter de repas, éviter les sucreries, au moins 3 vrais repas par jour, pas plus de 4 heures sans manger, avec par exemple des encas protéinés, et un petit déjeuner copieux. Bon, je fais la parenthèse ici, ce sont les conseils d'une addictologue, qui ne rejoint pas forcément ce que j'ai pu retenir moi de mes différentes approches. Mais voilà, là encore, tout dépend à qui on s'adresse. Si c'est quelqu'un qui est face à des gros problèmes de fringales, eh bien ce sera peut-être une partie des conseils les mieux adaptés pour un certain temps. En quatrième, on nous dit que si on a une fatigue des surrénales, il faut consulter. Puis on pourra réduire les compléments et adapter son alimentation. Chapitre 8, sucre et stress, l'épuisement des surrénales. On nous dit que manger des sucreries peut nous rendre nerveux et irritables. Et on va voir ce mécanisme maintenant. Alors quelles sont les phases d'épuisement des surrénales? Les substances chimiques sécrétées par les surrénales pour faire face au stress en général sont l'adrénaline et le cortisol. L'adrénaline aide à mobiliser un surcroît d'énergie pour une courte durée, quand un agresseur ou un patron en colère se dirige vers nous par exemple, et le cortisol nous soutient pour un stress plus long, comme une grippe ou encore un divorce. Et si cet état d'urgence se maintient, d'autres systèmes corporels essaieront de compenser, comme par exemple la thyroïde,
qui pourra ralentir son activité hormonale afin d'essayer d'inverser la vapeur. C'est-à-dire, entre autres, ça visera à réduire notre métabolisme. Mais quand ce métabolisme va ralentir, nous serons plus fatigués, nous aurons moins d'énergie pour l'extérieur et nous pourrons être amenés à grossir. Nous avons aussi la DHEA et d'autres hormones rénales qui peuvent changer de fonction au fur et à mesure que les glandes s'épuisent. Et ça, c'est la première phase de l'épuisement des surrénales. Et faute de repos et de détente, on ne peut pas se rétablir et rebondir. On peut tomber malade plus souvent et moins bien dormir. Dans la seconde phase de l'épuisement des surrénales, on commence à manquer de cortisol et on est de plus en plus souvent fatigué, malade et stressé. Dans la troisième phase, ce sont toutes les hormones influencées par les surrénales qui s'épuisent. Cortisol, DHEA, hormones thyroïdiennes, testostérone, œstrogène, progestérone. À ce stade, on est tout le temps fatigué, plus souvent malade et stressé, et on aura du mal à gérer le moindre petit stress. Et ici, on est invité à se questionner pour savoir où on en est sur le chemin de l'épuisement des surrénales, en se posant la question de savoir si on a des symptômes décrits dans cette longue liste. Là encore, pris un à un, ces symptômes peuvent être source d'autres problématiques, mais la liste est longue, car elle continue ici, et si on cumule plusieurs de ces symptômes, effectivement, on peut se poser des questions sur nos surrénales et déclencher des tests complémentaires. Il y a d'autres facteurs d'épuisement des surrénales, comme l'alcool, le tabac, le sel et les régimes. N'oublions pas que l'alcool est comme un super sucre, il peut être très stressant pour les surrénales. Le café aussi peut faire monter puis descendre notre taux de sucre dans le sang, de sorte que lui aussi peut être fatigant pour les surrénales. Et on n'oubliera pas que plus on a besoin de calmants, comme par exemple le tabac, c'est probablement qu'on a besoin de s'inquiéter de nos surrénales. Et si on a des envies de sel et de sucre, on a probablement les surrénales fatiguées. Car un des rôles des surrénales est de maintenir l'équilibre entre le sel et le sucre dans l'organisme. Et bien sûr, tout ce qui sera stress émotionnel, financier, professionnel, etc. conduiront aussi à fatiguer nos surrénales. Alors comment tester nos surrénales? À noter que la médecine française n'est pas familière du problème de l'épuisement des surrénales. Un des premiers tests est celui de la pression artérielle. Normalement, quand on se lève, on a 1 point de pression en plus que quand on est allongé. Et si à l'inverse elle est plus basse, on pourra suspecter une fatigue des surrénales. Nous avons les tests salivaires, du cortisol et de la DHEA, et d'autres tests abordés avec notre médecin. Alors voici la carte du stress des surrénales. En phase 1, nous sommes souvent en hypersurrénal. Nous avons un cortisol anormalement élevé tout ou partie de la journée. Nous sommes en gros bloqués en mode urgence et on constate une énergie apparente. On est prêt à affronter tout un tas de problèmes. Mais nous aurons un sommeil moins reconstituant. Nous aurons parfois très faim. Nous aurons une sérotonine souvent basse et donc parfois nous serons de moins bonne humeur. Et une DHEA plus faible, en sachant que c'est une hormone de secours quand il s'agit de répondre à un stress. En phase 2, nous aurons cortisol et DHEA faibles, tout ou partie de la journée avec des réserves non épuisées. On sera fatigué et stressé, mais on pourra fonctionner encore. Et en phase 3, on sera atteint de l'épuisement complet des surrénales, avec un cortisol et une DHEA au plus bas, une énergie au plus bas, et on pourra se sentir dépassé par le moindre stress. Alors comment guérir du stress ? La plupart du temps, cela va demander un accompagnement, car les interactions hormonales sont complexes. L'auteur nous liste des compléments, comme par exemple la vitamine C, en sachant que 90% est utilisée par les surrénales. Nous avons aussi les vitamines du groupe B. On nous indique de les prendre en petites doses durant la journée pour combattre leur élimination régulière. Et on insiste sur la vitamine B5, surtout au début. Nous pouvons avoir aussi le GABA, qui va nous aider à ralentir, mais aussi la réglisse pour remonter la pression artérielle, en allant jusqu'à des extraits de cortex surrénal en homéopathie, et aussi de la DHEA pour toutes les phases de fatigue des surrénales, surtout si la DHEA salivaire est basse. Et enfin, la prégnénolone, qui est un précurseur du cortisol, ce qui nous aidera à alléger le travail des surrénales. Donc on a un protocole complet sur tous ces compléments et les quantités conseillées. Une fois encore, prudence avec tout ça, évitons de jouer tout seul avec ce genre de prise. Les choses sont assez complexes. Et voilà un paragraphe qui me paraît beaucoup plus important, c'est traiter la source du stress. Comme toujours, on va s'intéresser aux causes. Donc tout ce qui nous calme et nous repose va aider à réparer nos glandes surrénales. On est invité à arrêter les glucides raffinés qui les font beaucoup travailler et ce point est crucial. On pourra éliminer les sources de stress cachées et c'est tout aussi fondamental. Par exemple, on n'oubliera pas les allergies ou les sensibilités alimentaires qui seront abordées dans le chapitre 11. Et aussi les proliférations de levures ou de parasites, à voir dans le chapitre 14. Mais il faut aussi déstresser notre mode de vie. Ne pas faire trop d'exercice physique,
d'apprendre à se détendre au moins 2 fois par jour. On peut aussi se faire masser. On peut apprendre le yoga ou d'autres techniques d'étirement et de détente. On est invité à dormir au moins 8 heures par nuit en essayant de nous coucher au plus tard 3 heures après le soleil. Et si on a faim la nuit, on peut prendre un petit encas protéiné avant de se coucher. On n'oubliera pas de prendre des vacances, de prendre l'air et si possible de ne pas trop travailler. Et malgré tous ces efforts, il y aura sûrement encore des moments où le stress sera encore trop élevé, car bien sûr les vies que nous menons sont à bien des égards encore pires que notre alimentation, du point de vue de la sollicitation des surrénales et du stress en général. J'en arrive à mes conclusions personnelles pour cette partie 2. Quand on reparle de l'addiction des produits sucrés plus forte que la cocaïne, on doit bien se mettre en tête du danger de tous ces produits sucrés, y compris les farines, y compris les pâtes. Le livre n'en parle pas, mais nos récepteurs aux cannabinoïdes acceptent volontiers des composants de ces produits et redemandent leur dose quotidienne, d'où ces phénomènes d'addiction. Et on a bien noté que les changements d'habitude peuvent être longs. L'idée sera de rajouter des choses dans l'alimentation, pas de supprimer brutalement les habitudes. Et on a bien noté l'importance de nos surrénales qui vont devoir jongler avec toutes ces hyperglycémies, hypoglycémies réactionnelles. On devrait intégrer que des mauvaises habitudes alimentaires peuvent aggraver la fatigue des surrénales déjà fortement sollicitées avec nos modes de vie modernes. Le livre parle beaucoup des compléments alimentaires, parfois utiles comme béquilles en fonction de la situation de départ, mais il ne parle pas assez de l'alimentation respectueuse des apports en micronutriments, comme par exemple le fait d'utiliser des cuissons basse température, d'avoir une dose de cru suffisante. Et là-dessus, n'oublions pas l'alimentation ou la troisième médecine du docteur Jean Seignalé. Et là encore, dans cette partie, on a insisté sur le fait de réhabiliter les bonnes sources de gras, car elles font souvent défaut. Et on a bien noté qu'au-delà de leur précieux apport en micronutriments, elles ralentissent l'assimilation des sucres, limitant les pics de glycémie. Au passage, sur la glycémie, il y a aussi mon résumé sur le guide des index glycémiques, qui apporte quelques éléments complémentaires. Un petit truc par exemple, pour les pommes de terre, on peut les faire cuire à la vapeur avec leur peau, puis les mettre au frigidaire. Après, on pourra les consommer soit froides, soit de nouveau réchauffées à la vapeur. On aura un amidon beaucoup moins virulent en termes de réaction insulinémique. Et bien voilà pour cette deuxième partie sur les sucres, à suivre pour la suite avec entre autres les problèmes thyroïdiens cachés et leur impact sur les fringales.